Podcast. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une fois encore sur Parole au Test, votre émission dédiée à la littérature africaine. Aujourd'hui, je vous amène au Kenya aux côtés de Meja Mwangi dans son roman La Ballade des perdus. Quoi savoir sur Meja Mwangi? En effet, né en 1948 à Nyanwiki, au pied du mont Kenya, Meja Mwangi a fait des études universitaires à Leeds en Angleterre. Il est l'auteur d'une dizaine de romans, de livres pour enfants et de pièces de théâtre. Il est traduit dans 12 langues. Après une importante activité cinématographique comme assistant de réalisation, Out of Africa et Gorille dans la brume, il continue d'écrire des scénarios pour la télévision. Il s'est engagé avec 9 autres écrivains africains dans le projet Rwanda, écrit par devoir de mémoire. Ceux-ci, après s'être rendus à Kigali, ont écrit chacun une œuvre de fiction, témoignage à la fois individuel et collectif. Quoi savoir sur la Ballade des perdus? Meja et Meina, deux jeunes garçons diplômés, sont arrivés depuis peu dans la ville, espérant y trouver du travail et accumuler un peu d'argent pour eux et pour leur famille. Rejetés de partout, ils ne peuvent manger ni dormir que dans l'abri infect des poubelles. Leur lente déchéance s'annonce inévitable. La tentation de revenir au village les taraude sans cesse, mais par fierté ou par faiblesse, chacun retarde ce moment le plus possible. Quand enfin ils s'y décident, c'est pour découvrir qu'ils n'y ont plus leur place. Avec ironie et humour, l'auteur décrit la maladresse de Meja et de Meina, leur pauvreté et la malchance qui les conduisent inexorablement en prison, le seul endroit qu'ils finissent par apprécier. Découvrons le contenu de notre roman avec quelques extraits que je vous invite à suivre. L'obscurité descendait vite sur la campagne et, comme à un signal, les criquets entonnaient leur chœur sans chef d'orchestre. Ça et là, un iras lançait un grommelement de satisfaction suivi d'un cri perçant qui, pendant quelques instants, réduisait la nuit au silence. Le ciel était sans nuages et l'univers entier apparaissait sans voile visible. Un vent léger soufflait ce froid que seul un vent à la campagne peut transporter et, dans leur nid au bord de la route, les oiseaux gazouillaient en signe de protestation. Les pieds de Meja étaient glacés dans la poussière molle de la route et il commençait à avoir mal aux genoux. Il serrait ses loques contre lui pour se protéger du froid, mais le vent parvenait à traverser ses minces frusques. Ses dents claquaient de façon incontrôlable et au début il laissa faire. Puis, il les serra dur au point d'avoir mal aux mâchoires, en cheminant et en cliquant et en claudiquant sur la route solitaire. Il avait le cœur plein d'amertume. Son foyer et sa famille n'étaient désormais plus qu'une simple cicatrice du passé. Leurs problèmes, colliers et frais de scolarité ne signifiaient plus grande chose pour lui. Le fait qu'il ait été si près de chez lui et qu'il ait fait demi-tour sans voir ses parents ne le touchait plus. Il n'y avait plus de place pour de tels sentiments en lui. Tout ce qu'il y avait, c'était une détermination à fuir son passé et à revenir en ville. Ce qu'il ferait une fois de retour là-bas, il l'ignorait. Ce qui comptait, c'était de s'éloigner de la campagne et des rencontres avec des petites filles, pas plus grandes que des enfants de 2 ans. Loin de la terre rouge et des champs de maïs et de tout. Peut-être qu'une fois de retour en ville, il essaierait à nouveau de retrouver les traces de son compagnon Meina et tous deux retourneraient dans les bas quartiers et goûteraient la vie comme avant. La grande route qui croisait le chemin de campagne à angle droit était à quelques kilomètres et allait au sud vers la ville et au sud-est vers l'inconnu. Meja se dirigeait vers cette route. Une fois là, il aurait peut-être la chance d'être pris en charge par un véhicule de passage. Ainsi, pendant une bonne partie de la nuit, fut-il en prise avec lui-même et s'éloigna-t-il de la maison en direction de la grande route. Il était à peu près 3 heures du matin quand il atteignit, frigorifié et affamé, et il s'assit dans l'herbe humide de rosée pour se reposer sur le côté bas. Jusqu'à ce que la circulation de matin commence, il ne pouvait trouver de véhicule et il pensa qu'il valait mieux s'installer confortablement pour attendre. Juste alors, la lumière brillante se leva au-dessus du sommet des hautes collines à l'est. Sa lumière semblait transporter une fraîcheur anormale et près de la grande route, la nuit paraissait froide et terrible, et terrifiante. Maintenant, Meja tremblait tellement qu'il ne pouvait rester assis en place. Il commençait à avoir des courbatures et il avait peur d'attraper des crampes. Il se leva, s'étira et regarda alentour. À quelques mètres, la brosse s'étendait de part et d'autre de la route et le guettait comme un million d'yeux terrifiants. La route elle-même se déroulait à gauche et à droite comme un serpent noir et froid jusqu'au premier virage à quelques kilomètres des deux côtés.
Au loin qu'il pouvait voir, il n'y avait pas de circulation. Il se rassit dans l'herbe, mais le vent s'était levé et il devait se trouver un abri. Un fossé de drainage bordait la route. Il était couvert d'herbe et sec, comme toujours pendant la saison sèche. Il s'y installa. Dans cet endroit que le vent n'atteignait presque pas, il faisait plus chaud. Pour ne pas avoir du tout la tête exposée au vent, il s'allongea sur le dos face à la grande étendue noire et froide des cieux mystérieux. Tandis qu'il regardait, une étoile filante se détacha d'une galaxie et son feu traversa le ciel vers une autre galaxie plus loin au sud-ouest. Les criquets continuèrent leur chant un peu plus bas, là où la route traversait un marécage permanent, des crapauds coassaient et une sorte de compétition de marée à l'autre, et la tête du voyageur épuisé bourdonnait de leurs cris irréguliers et lancinants. Pour accroître le supplice, les moustiques du marécage, attirés par l'odeur du sang chaud, l'attaquèrent. Il vint en escadron et atterrit sur son corps, partout où la peau était exposée. Méja se couvrait le visage de ses mains, alors il lui piquait jusqu'à ce que la démangeaison devienne intolérable. Il se tortillait, se tournait, mais de nouveaux renforts se présentaient qui piquaient encore plus fort. N'en pouvant plus, il se mit sur le ventre, enfouit son visage et ses mains dans les hautes herbes et tomba dans un profond sommeil. Quand il se réveilla après avoir dormi quelques coups de sueur, c'était presque l'aube. La circulation matinale en direction de la ville battait son plein et ce fut le vrombissement de gros camions qui transportaient des marchandises pour alimenter les marchés de la ville qui l'éveilla. Sous lui, le sol tremblait violemment au passage des véhicules chargés qui tentaient de s'accrocher au macadam rabouteux. De temps à autre, une voiture passait car les gens qui avaient affaire en ville essayaient d'y arriver avant l'ouverture des bureaux. Méja sortit du fossé. Il y avait une crampe douloureuse à la jambe droite et, en se mordant à la lèvre inférieure, il l'étira. La douleur transperçait son membre et sa hanche craqua. Puis, il eut aussi une crampe à sa main mutilée et il serra les dents à en voir mal pour éviter de crier. Peu à peu, les crampes se transformèrent en violents tremblements et il put se redresser. Loin à l'est, où la lune s'était levée la nuit précédente, le ciel rougissait. Les oiseaux se réveillaient dans la brousse qui bordait la route. Il fallait encore une heure pleine avant le lever du jour. Au premier virage, un gros camion changea bruyamment de vitesse et arriva en ronflant. Méja prit une profonde respiration et se plaça à droite dans le faisceau des phares. Il se mit à agiter les mains, mais le camion arrivait sur lui sans avoir l'air de vouloir s'arrêter. Méja dut sauter hors de la chaussée pour y échapper. Son cœur se serra très fort. La sueur inonda son visage à l'effort qu'il fit pour éviter d'être écrasé par le camion. Il secoua la tête en réalisant que sa situation était désespérante et s'essuya le visage. Ce ne serait pas aussi facile qu'il avait cru de se faire transporter. Il se mit en route vers la ville en boitillant, mais après 3 kilomètres d'effort, il ne pouvait plus faire un pas et à nouveau il s'assit dans l'herbe pour se délasser. La brise matinale s'éleva puis s'abattit. Il se sentait maintenant reposé. Il sauta à nouveau sur la chaussée et tenta encore sans chance. Au troisième essai, un camion qui travaillait dans une carrière s'arrêta. Il contourna la cabine en claudiquant pour parler au chauffeur. « Vous allez en ville ?» demanda-t-il. Le chauffeur le considéra pendant un bon moment. Ses looks, son corps déguenillé, son visage fatigué, puis laissa de côté sa curiosité par là sans enlever la cigarette au coin de ses lèvres. « Crème dedans si tu viens et arrête de poser des questions bêtes, dit-il. » La cabine était occupée par 2 hommes, plus le chauffeur et Méja boitilla vers l'arrière du camion. Il fit de gros efforts pour monter jusqu'à ce qu'un manœuvre émerge de la bâche et l'aide en le tirant par sa main blessée. Il avait à peine retiré son pied de la grosse croue qu'elle se mit à tourner et qu'ils démarrèrent. Le camion fit des embardées, ce qui envoya Méja et le manœuvre sur le tablier. Par ici, dit l'homme à Méja, et il plongea sous une grande bâche juste en dessous de la vitre derrière de la cabine. Là, le vent était moins fort et il faisait presque chaud. Il restait allongé dans la poussière à suffoquer et à éternuer, tandis que le camion accélérait et fonçait vers la ville. Il n'aurait pas pu parler même s'il l'avait voulu. Le camion faisait un vacarme épouvantable en roulant, et ils étaient déportés de tous côtés sous la bâche dans les virages pris à toute vitesse. Peu après, semble-t-il, le camion s'arrêta avec une brusque secousse. Pensant qu'il ne s'était sans doute arrêté qu'un moment, les 2 hommes restaient sous la bâche. Mais les portières de la cabine s'ouvraient et claquaient et ils entendirent ses occupants marcher sur le gravier. Le manœuvre fut le premier à jeter un coup d'œil hors du chaud abri où il se trouvait, puis il se dégagea pour en sortir. « On est arrivé, dit-il à Méja.
tous en s'extrayant de sous la bâche, Méja se posait des questions. Il n'avait entendu ni la circulation ni le bruit de la ville. Comment pouvait-il être déjà arrivé, surtout si rapidement? Est-ce qu'il s'était trompé de route quelque part? Il parvint à sortir d'où il était et se dressa sur le camion. Il retint sa respiration, puis la laissa échapper avec un sifflement par le nez. Tout autour, il y avait des tas de gravier de toutes sortes et de toutes tailles. Un peu plus loin, une falaise s'élevait à près de 80 mètres et s'étendait de part et d'autre. D'un côté du camion, il y avait un concasseur construit dans la paroi rocheuse même. C'est un assemblage de bois, de plaques métalliques et de pierres autour duquel on s'affairait. Pendant un instant, Méja resta debout immobile à regarder le chantier des pierres. Puis ses yeux se portaient sur le manœuvre qu'il observait avec curiosité. Il sauta du haut du camion et se trouva près de lui. On est à 4 kilomètres de la ville, lui dit l'homme. Je vais te montrer un raccourci. Viens. Il était à peu près 6 heures du matin. L'heure était encore froide et humide et le soleil se levait tout juste. Le carrier lui fit contourner les tas de gravier et le conduisit le long d'un chemin qui menait hors de la carrière en coupant au plus court, puis longeait la pique et débouchait au-dessus d'une petite plaine. Mais j'ai attelé d'épuisement quand ils arrivaient en haut. De là, on voyait nettement la ville, enveloppée dans la brume matinale et sur laquelle planait un nuage sombre et fumeux. Les nombreuses lumières de toutes les couleurs semblaient pâles. La plupart commençaient à s'éteindre comme étouffées par la fraîcheur du petit matin. Le chauffeur ne va pas en ville tôt le matin, sinon il aurait pu t'y amener, dit le casseur de pied à Méja. Il faut qu'il attende le premier chargement de gravier pour y aller. Mais comme tu vois, ce n'est pas très loin. Tu y seras avant que le soleil ne brûle. Tu suis le chemin jusqu'à la grande route. Une fois là, à quelques mètres à gauche, il continue. Tu traverses un petit cours d'eau et tu seras en ville, impossible de te perdre. Méja restait indécis. Le carré le regardait tranquillement. Méja secoua la tête pour essayer de réfléchir. Ça va, lui demanda l'autre. Méja fit oui de la tête. Je peux faire quelque chose pour toi? Méja le regarda la ville au loin, puis le regarda de nouveau. Il commença à dire quelque chose, puis il s'arrêta. Maintenant qu'il était en ville, il ne savait que faire ni où y aller et il avait peur. Il était atteint par la même terreur qu'il avait assailli quand il était venu pour la première fois, la même peur, celle des grands bâtiments, des grandes rues et des grands gens qui y logeaient. Merci pour le trajet, dit-il à l'homme. Rassemblant son courage, il partit. Après avoir claudiqué quelques pas, il s'arrêta. Il réfléchit un peu et continua à boitiller. L'autre homme le regardait s'éloigner. Au revoir, dit-il. Il n'y avait rien d'autre à dire. Au revoir, dit Méja sans se retourner. Mais ses mouvements se ralentirent aux paroles de l'homme. Son esprit marchait, mais très lentement. La bonté de cet homme était évidente. Peut-être qu'il aurait pu l'aider. Ce serait une sottise de partir dans un tel dénuement si le casseur de pied pouvait l'aider à résoudre ses problèmes. Peut-être était-il en train de perdre un bon ami pour l'avenir. Il s'arrêta et se retourna. Ami de parole hôtesse, c'était la présentation du roman La Ballade des perdus, écrit par Méja Mwangi, un écrivain kényan. Merci de nous avoir suivis. Ce roman est disponible dans les rayons de la bibliothèque Nicéphore Dieudonné Soglo du Centre culturel artistique Africa de Cotonou. On se donne rendez-vous très bientôt pour notre numéro. Bye bye.